Pour la chronique Le goût d'écrire aujourd'hui, l'oralité, un mot qu'on n'entend pas souvent. Gabriel Marcoux-Chabot, bonjour. Bonjour Jimmy. Alors, tu es ici avec nous pour nous l'expliquer. Qu'est-ce que l'oralité? Mais tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on n'entend pas souvent en littérature, en fait. Parce qu'en littérature, on est dans la langue écrite. Puis souvent, on ne parle pas d'oralité, justement. Même quand on parle d'un élève qu'on dit qu'il est bon en français ou qu'il est mauvais en français, en général, on parle juste de sa capacité à maîtriser ou non les règles du français écrit. Mais il ne faudrait pas oublier que l'écriture, c'est juste une partie de la langue elle-même, de notre langue française, disons. Ça, c'est vrai dans l'histoire comme dans notre vie à nous. Dans notre vie à nous, un petit enfant va toujours apprendre à parler avant d'apprendre à écrire. Oui, et quand il parle, il maîtrise sa langue, il est en train de s'exprimer, même si c'est pas encore lire, si c'est pas encore écrire. Puis dans l'histoire de notre civilisation, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas une espèce d'entité divine qui est apparue à un moment donné avec des gens qui ne savaient pas encore parler, qui a sorti un dictionnaire, une grammaire, puis qui a dit « voici la langue, respectez ses règles et communiquez maintenant ». Non. Puis même quand il y avait de l'écriture, souvent le savoir était transmis à l'oral en priorité. Tout à fait. Donc, quand on ne se préoccupe pas de l'oralité en littérature, on oublie comme la moitié de ce qu'est la langue. Puis cette moitié-là, l'oralité, ça peut être des ressources extrêmement intéressantes pour qui veut s'aventurer en écriture. Fait que ça veut dire qu'à partir du moment où on se préoccupe d'oralité, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donne-nous un exemple, parce que justement, l'oralité dans un texte, ça ressemble à quoi? Premièrement, dans la dernière chronique, on a parlé des dialogues. Évidemment, on peut se préoccuper d'oralité quand on écrit nos dialogues. On pourrait décider, par exemple, de dire, d'accord, ma narration principale va respecter toutes les règles du français écrit, elle va être écrite dans un français très, très correct, mais quand mes personnages vont parler, je vais essayer que ça sonne vrai, que ça sonne juste, que ça sonne comme les personnages, des êtres humains parlent dans la vraie vie. Donc, des raccourcis de langage, des erreurs, des contractions. Tout à fait, exactement. Ça veut dire que quand on va être en train d'écrire ces dialogues-là pour rendre ces erreurs-là, qui seraient des erreurs à l'écrit, mais en fait qui sont la façon naturelle de communiquer des individus, mais il va falloir qu'on torde les règles de l'écrit, qu'on les modifie un peu pour refléter donc, la façon dont les personnages s'expriment pour vrai. Il y a plein de questions à se poser. Tu parlais d'erreurs dans notre façon de communiquer, mais aussi, on peut se poser des questions. La nationalité, la région d'origine de notre personnage qui s'exprime va modifier sa façon de parler, son âge, son sexe, son degré d'éducation, sa situation précise dans le moment. Toutes sortes d'autres éléments vont modifier sa façon de parler, dont on peut tenir compte quand on écrit notre dialogue. Donc, un dialogue où quelqu'un bafouille, quelqu'un hésite, quelqu'un s'enfarge dans ses mots, c'est d'aller jouer avec ça. Exactement. Mais là, à partir du moment où on tord les règles de la langue, bien, on n'a plus de guide. Parce que d'habitude, notre guide, c'est les grammaires, c'est les dictionnaires. Alors, comment on écrit cette langue oralisée-là? Il y a différentes façons de procéder. La première, c'est de se fier à nos modèles. Il y a des écrivains avant nous qui ont transcrit l'oralité. Au Québec, pour parler du joual, de la façon de parler des Québécois dans les milieux populaires, bien, Michel Tremblay reste un grand exemple. Fait qu'on peut aller voir ses pièces, c'est le mouet, le touet écrit avec un accent aigu, il l'a dans Michel Tremblay, fait que pourquoi pas l'utiliser aussi. C'est ce que plusieurs écrivains font. Évidemment, on peut aussi se fier à son propre jugement. On peut se dire, OK, comment je dirais ça? Comment je le dire à haute voix? Puis après ça, essayer de le transcrire d'une façon qui nous semble réaliste. Donc, comme exemple, un personnage qui bafoue, peut-être que je vais répéter une voyelle, là où peut-être quelqu'un d'autre aurait mis 3 points et aurait coupé le mot en 2. Exact. C'est d'y aller avec son feeling. Exactement. On peut aussi... Ça, c'est une démarche qui est un peu plus de recherche que je trouve intéressante, c'est de se fier à des enregistrements. Aller enregistrer des conversations, aller enregistrer des gens qui parlent pour vrai, qui ne sont pas en train de lire un dialogue scripté, mais qui sont en train de s'exprimer ensemble. On enregistre un souper de famille, on enregistre une conversation avec un ami, puis après ça, on s'exerce à le réécrire en essayant de reproduire exactement ce qu'on entend. Puis dans ce temps-là, on se rend compte du grand écart qui existe entre le français écrit et le français parler, justement. Puis peut-être suggérer aux gens à la maison, les sites Internet, il y a des vidéos, il y a des tonnes de gens qui ont été filmés dans des vidéos à parler avec un langage de tous les jours. Donc, ça peut être aussi une belle source si on n'a pas toujours l'occasion ou le temps de demander aux gens. Puis, on le sait des fois, quand on demande aux gens pour les enregistrer, ils sonnent comme ils font plus attention à ce qu'ils disent. Oui, puis maintenant, avec il y a toutes sortes de podcasts, d'émissions où les gens s'expriment comme ils s'expriment dans la vraie vie. Fait que c'est vrai que c'est une ressource extrêmement intéressante. À ce moment-là, il faut prendre conscience, par exemple, qu'il n'y a aucune règle fixe pour nous dire comment écrire l'oralité. Ce qui est important, par exemple, puis ce qu'un éditeur va regarder avec attention, ce qu'un lecteur va regarder avec attention, c'est qu'il y ait une cohérence interne.
Si on décide qu'on écrit tel mot, parce qu'il s'écrit comme ça, il se prononce comme ça quand on le prononce à haute voix, bien, il faudrait qu'il s'écrive comme ça dans notre texte au complet. L'idée, c'est plus d'écrire sans règles, mais c'est de s'inventer ses propres règles pour transcrire l'oralité qui vont pouvoir donner une certaine cohérence au texte, que le lecteur n'aura pas l'impression d'être juste perdu devant quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue. On s'invente une maîtrise de la langue personnelle. Et j'imagine, on peut appliquer ça à des personnages différents, qu'appliquer une règle, ce personnage-là va toujours prononcer ce mot-là de cette façon-là, et là, ça devient la règle. Il faut rester cohérent avec son personnage. Exactement, tu as tout à fait raison. Puis, un conseil que je donnerais aussi, c'est peut-être de s'écarter le moins possible de la règle du français écrit. Fait que si on pouvait écrire ce mot-là, ça sonne comme à l'oral, en gardant l'orthographe habituelle, on va le conserver. On ne remplacera pas les C et les Q par des K juste pour le plaisir de le faire, parce que là, on complique inutilement notre usage de la langue. Ça, c'est pour les dialogues. Mais il y a une façon aussi, on peut se préoccuper de l'oralité puis l'appliquer à l'ensemble du texte. C'est-à-dire, mon personnage, là, mon narrateur, j'ai un narrateur, j'ai un personnage qui s'exprime, mais ce ne sera pas juste dans les dialogues que je veux qu'il y ait des traces d'oralité. Je veux que ce soit mon texte au complet qui reflète une certaine façon de parler, une certaine façon aussi de voir le monde, une place, un point de vue particulier sur le monde. Un exemple qui est extrêmement intéressant pour ça, qui vient de la région, c'est La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Okay. Dans ce roman-là, la narratrice est une adolescente de 15-16 ans, au milieu des années 90, au Saguenay. Et tout ça se sent dans la narration. On sent l'âge, on sent les mots qui viennent de la région, l'accent qui vient de la région. Tout ça est perceptible d'un bout à l'autre du roman. Dans tout ce qui est de paragraphe, dans tout ce qui est de dialogue interne ou même de description de lieux ou de choses. Partout. Ça donne vraiment une couleur particulière à l'écriture. On a vraiment l'impression d'être dans la tête de ce personnage-là. On peut aussi décider d'assumer complètement notre liberté d'écrivain. Puis se dire, bien, moi, la langue, j'y ai accès au complet. J'ai accès à l'oralité, j'ai accès à toutes les ressources de la langue écrite, puis je peux combiner ça comme je veux parce que je suis écrivain, je suis maître de mon texte. On peut brouiller les frontières, finalement, ce qui relève habituellement de l'oral, ce qui relève habituellement de l'écrit, pour créer un style particulier. Puis un autre superbe exemple qui vient de la région de ça, c'est Querelle de Roberval de Kevin Lambert, qui lui va se permettre des fois d'avoir des phrases qui sont extrêmement complexes, raffinées, qui sont précieuses, qui montrent une excellente maîtrise des règles de la langue écrite, finalement. Puis à travers ça, mêlé à ça, de façon variable, il va y avoir des régionalistes, des mots québécois, des mots qu'on prononce juste au Lac-Saint-Jean de cette façon-là. Et tout ça va s'intégrer ensemble dans une œuvre étrange, un peu fascinante, où là, l'écrivain fait preuve de sa maîtrise à la fois de l'oralité et à la fois des règles de la langue écrite. En conclusion, est-ce que c'est seulement de l'expérimentation? Est-ce que le meilleur conseil, c'est de dire peut-être faire lire son texte à quelqu'un d'autre, voir si ça se transmet? Parce qu'il y a des choses dans l'oralité qui ne se transmettent pas. Comme tu dis, utiliser un joual du Lac-Saint-Jean puis envoyer son texte à quelqu'un de Montréal, il va avoir une perte. Là. Ça peut être problématique. Dans le fond, aussitôt qu'on est dans l'oralité, il faut savoir que ce qu'on perd, c'est une certaine clarté. Parce que quand on respecte les règles de la langue, normalement, tout le monde dans la francophonie devrait être capable de lire notre texte, de le comprendre sans que ce soit problématique. Sauf qu'à partir du moment, dès qu'on oralise un peu le texte, on se prive d'une certaine clarté, on peut se priver de certains lecteurs. En revanche, par exemple, c'est qu'on l'enrichit d'une couleur qu'il ne pourrait pas avoir autrement, on l'enrichit d'une certaine réalité qui soit régionale, qui relève du personnage, qui relève de l'auteur, qu'il ne pourrait pas avoir autrement. Ce qu'il faut dire, peut-être petit avertissement, c'est que les éditeurs n'ont pas tous la même ouverture à cette oralité dans la langue, justement parce que ça peut les priver de certains publics, d'un certain lectorat. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver entre ce qu'on a envie de faire soi-même, entre les possibilités, disons, de rejoindre un grand nombre de lecteurs. Mais personnellement, je trouve que l'oralité en littérature, c'est un territoire trop intéressant, trop vaste, trop stimulant pour ne pas être au moins exploré un peu. Bien, merci beaucoup, toujours intéressant. Puis, je suis sûr qu'à la maison, ça donne le goût d'écrire. Merci beaucoup, Gabriel Marcoux-Chabot. Merci, Jimmy.